Bonjour à tous, aujourd'hui 4e épisode de notre série La vie secrète des pierres. Et aujourd'hui, alors on va aller vraiment dans un endroit qu'on aime beaucoup, qui est la ville de Vézelay. C'est tellement joli et tellement superbe là, quand on est en haut sur cette colline, sur la terrasse à côté de la basilique. On a une vue presque sur les 360 degrés. Il y a juste la basilique qui nous coupe la vue sur un côté. Ouais. Mais voilà, et sur toutes les vignes, sur toutes les collines d'en face, ouais, c'est un endroit carrément superbe, quoi. Voilà. Depuis des millénaires, c'est un lieu de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est un endroit qui est énormément visité pour son aspect religieux, puis aussi architectural pour la basilique. Voilà, c'est un endroit très connu, très visité. Ouais, c'est aussi donc, un lieu de rassemblement des géobiologues. Hein. On voit souvent des personnes avec des baguettes ou des pendules ou, qui font des recherches dans la basilique ou à l'extérieur. Parce que oui, la basilique, elle est construite sur un ancien temple celte qui lui-même était construit sur un ancien lieu de culte néolithique. Et oui, c'est un lieu magnifique et magique avec des énergies très fortes. Voilà, et notre démarche, nous, elle se situe à part de l'aspect religieux. Hein, voilà, il faut bien préciser ça. Et bien là, on s'est dit, on va aller à Vézelay et puis on va essayer de trouver un endroit, une façon d'aborder des phénomènes nouveaux qu'on n'a pas encore vus dans les épisodes précédents. Donc cette ville, elle se situe sur une colline, la colline sacrée de Vézelay, qui est la colline du Scorpion. Et la ville, elle est donc sur cette colline, avec la basilique, qui est tout en haut. Et puis en contrebas de la colline, on a une petite chapelle qui s'appelle la Cordelle, qui n'est pas tellement connue. C'est un endroit qui est un petit peu à l'écart dans la forêt. C'est à mi-pente de la colline de Vézelay. Il y a une petite chapelle et à quelques mètres de la chapelle, il y a des rochers. Des rochers, des rochers, gros blocs empilés. Ils sont empilés les uns sur les autres. Voilà, ça ressemble à un gros cairn. Voilà. On ne peut pas vraiment appeler ça un menhir. Non, ni un dolmen. Ça n'a pas la forme, ni un dolmen, hein, parce qu'un dolmen c'est différent. Ça, et donc là, on ne sait pas trop quel nom donner à ces pierres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur cette miniature du Moyen-Âge, on voit la colline de Vézelay et justement, regardez, on découvre toutes ces pierres empilées qui jalonnait le chemin qui monte tout en haut de la ville et qui rejoint la basilique. La première étape de notre voyage et notre expédition à Vézelay, c'est cette pierre de la Cordelle. Alors à côté, il y a une chapelle qu'on n'a pas étudiée là pour vous la présenter parce que c'est compliqué une chapelle, il y a beaucoup trop de choses. Et puis ce qui nous intéressait, c'était le thème des pierres. Donc on a commencé sur cette grosse pierre de la Cordelle. Alors cette pierre, elle est surmontée d'une croix gigantesque. Ce qui fait que la plupart des gens qui passent à la Cordelle, eh bien, ils ne voient que la croix et ne voient pas le socle qui est dessous. On appelle ça des menhirs christianisés. Et cette pierre, elle est intéressante. Alors, comment savoir qu'elle est intéressante ? Déjà, on la regarde. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va s'apercevoir que ça fait la continuité avec l'épisode qu'on avait fait la fois d'avant, hein, puisqu'on avait travaillé sur les pierres à cupules, pierres à bassin. Et là, quand on arrive à la Cordelle, on voit cette grosse pierre et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des cupules, plusieurs cupules, hein, très très belles, des très belles vasques. Et puis là, il y avait de l'eau dedans, puisqu'il avait plu un petit peu avant qu'on arrive. Donc là, déjà, on s'est dit, oh, c'est chouette, ça fait le lien avec la vidéo précédente, hein, ces vasques pleines d'eau. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire ? Comme d'habitude, hein, on prend nos outils favoris, hein, ceux que vous connaissez, qu'on vous a développés dans les épisodes précédents. Donc on prend nos baguettes et on commence à faire le tour pour être sûr que cette pierre, elle n'est pas là par hasard. Hein. Oui. Et qu'est-ce qu'on trouve ? De l'eau, oui, des failles, plein d'autres choses. C'est un rocher impressionnant. Hein. Oui, et on a cherché l'eau et on a trouvé un bon courant d'eau qui passe comme ça, un petit peu en arc de cercle et qui couvre toutes ces cupules qui sont sur le devant
de l'ensemble de pierres là. Puis alors dans l'autre sens, on a une grosse faille humide. Oh oui, assez large comme ça, quoi, qui passe dessous là, qui vient de l'autre côté et qui traverse. Donc oui, quand on fait le tour de la pierre de la Cordelle, on va trouver de l'eau. Hein. Donc on trouve deux gros passages d'eau qui passent en plein milieu de la pierre, hein, très gros passage d'eau. Oui. Il y en a un des deux qui est doublé d'une faille. Oui. Voilà. Donc là, sur ces images, je vous mets le petit croquis hein, que j'ai dessiné sur place et vous allez voir comme ça comment sont placés les courants d'eau. Si vous allez à Vézelay, vous pourrez vous aider avec mon petit croquis. Et puis ensuite, eau et faille, eh bien, après on a continué hein, sur d'autres sujets. Alors tu as fait une analyse toi de cette cupule, Alain, cette belle vasque là. J'ai fait une petite recherche sur cette cupule et j'ai vu qu'elle était thérapeutique, c'est-à-dire qu'elle pouvait soigner, guérir, améliorer la santé. Alors dis-nous, comment on peut savoir qu'une cupule est thérapeutique? En général, c'est la présence d'un métal sur une cupule qui lui donne cette faculté thérapeutique. Alors, un métal dans la pierre? Non, pas forcément. En tous les cas, pas ici. C'est pas la nature de la roche qui fait l'effet. C'est la présence d'un métal qui est beaucoup plus profondément vers le centre de la Terre, qui est en fusion et qui rayonne une espèce de grille d'ondes magnétiques qui émanent du sol et qui couvrent toute la planète sous forme de grille et sous forme de murs d'ondes qui s'en vont verticalement dans l'atmosphère. Donc comme on le voit là sur ces images, hein, je vous mets une image où on voit justement ces grilles des métaux, de l'émanation des métaux qui sont en fusion. Est-ce que tu peux nous donner l'exemple de certains métaux? Oui, des métaux, il y en a des tas. Hein. Bon, on peut citer le cobalt, le manganèse, le silicium, le magnésium et tant d'autres. Hein. Alors pour donner quelques exemples, le silicium, lui, il va agir sur les problèmes de peau, le manganèse sur les migraines. Voilà quelques exemples. Alors ici, dans notre cupule là en particulier, comment est-ce qu'on peut trouver le métal qui passe dans cette cupule? Alors il y a plusieurs façons de faire et en plus il peut y avoir plusieurs métaux dans la même cupule. Alors moi j'avais pensé qu'on pouvait prendre un outil différent suivant le phénomène en fait qu'on cherche, si ça peut nous rassurer, plutôt que de prendre toujours le même outil et puis de chercher des choses différemment. En se connectant un petit peu à la recherche qu'on fait. Mais ce qu'il y a, c'est que si on prend une baguette différente pour chaque métaux, comme il y a une vingtaine de métaux, ça commence à devenir compliqué. Hein. Alors comment tu fais toi? Ouais, ce serait un peu long. Alors moi je prends le pendule. Alors le pendule, pour certains, je pense que ça peut être un petit peu... Bon, en tous les cas, avec moi ça marche et certainement avec beaucoup d'autres. Certains d'entre vous ont certainement déjà l'habitude d'utiliser le pendule. Alors comment je fais? Eh bien, je mets sur une feuille une liste des métaux et je promène mon pendule sur cette feuille et lorsqu'il se trouve juste au-dessus du nom du métal qui correspond à la cupule, le pendule va se manifester en bougeant ou en tournant, enfin il va se manifester et c'est le métal qui va correspondre à la cupule. On ne va pas vous mettre la liste des métaux qu'utilise Alain et ni la correspondance avec les propriétés de ces métaux. Libre à vous hein, de chercher ces informations sur Internet ou sur les livres de certains géobiologues comme Georges Prat, par exemple. Mais on en reparlera dans des épisodes suivants. Sur cette cupule, on a trouvé la présence de mercure. Donc maintenant, on va prendre nos baguettes et on va chercher la grille, la présence de la grille, du mercure sur cette cupule. Notre baguette va s'aligner sur la ligne du mercure. Alors je cherche le réseau dans l'autre sens. Le mercure toujours. Hein. Le réseau du mercure dans l'autre sens. Et je m'avance. Et hop, voilà. Donc il est aussi dans le sens nord-sud. Il croise le premier qu'on a trouvé est-ouest. Là j'ai matérialisé le passage du croisement du réseau du mercure. Donc un mur du mercure là, qui passe est-ouest et un autre nord-sud.
Donc cette cupule qui a la résonance du mercure, elle était utilisée donc pour soigner quelques affections, mais on ne va pas vous les détailler ici. Ouais, déjà en premier parce que nous-mêmes on les connaît pas bien. On peut faire des hypothèses mais on n'en aura pas la certitude. C'est des savoirs qui ont été quand même globalement oubliés. D'accord, et on ne va pas s'improviser druide. Non plus. Alors avant de partir en voyage, on emmène un petit peu déjà des billes, des fois des livres, des textes. Donc cette fois-ci... On avait pris quelques livres de Henri Vincenot, un écrivain bien connu, local, bourguignon, et qui a évoqué bien souvent dans ses livres Vézelay, justement. Voilà une petite citation d'Henri Vincenot, justement, sur le thème de la vouivre. Voilà ce qu'il en dit. Alors, dans cet extrait de Vincenot, là, sur le pape des escargots, c'est la Gazette qui parle, la Gazette, cette espèce de druide, là, donc il parle de la chapelle de la Rouéchotte. Tous mes calculs étaient justes, compagnon. Non, je ne me suis pas trompé. C'est pour capter la vouivre que j'avais fait construire cette chapelle sur l'emplacement de notre dolmen brisé par Saint-Martin l'iconoclaste. Et plus loin, en parlant de la Gazette, tout pour lui était la preuve que l'édifice avait été construit pour soigner et guérir l'humanité en captant et en amplifiant cette vouivre dont il radotait sans cesse. Tu me fais rire avec ta vouivre, ta captation et ton dolmen perfectionné, marmonnait encore l'archiprêtre au fond de la nef où il était en prière. La Gazette s'était levée, son couteau ouvert dans la main droite, son pain dans la main gauche. Alors, chanoine, dis-moi pourquoi la Vierge dans tes cathédrales met le pied sur le serpent? Pourquoi les Saint-Michel transpercent le dragon de leur lance, sinon pour symboliser le contact du sanctuaire avec la vouivre, ce courant tellurique qui affleure là et pas ailleurs, pour le capter et en faire profiter les hommes. Courant tellurique, donc c'est le terme utilisé par les géobiologues pour parler de la vouivre. Et donc c'est un courant d'énergie très positive qui se déplace sur les collines, qui sort à la faveur d'une faille. Justement, on a vu les failles, on a expliqué ce que c'est déjà une faille. Donc un courant tellurique qui va sortir de terre à la faveur d'une faille, une grotte, et puis ensuite il va se promener comme ça sur les crêtes des collines, et puis il va passer là où sont des sites d'énergie. Alors c'est plutôt l'inverse probablement, c'est-à-dire que les sites d'énergie se sont construits là où ces grands courants telluriques se déplacent. Ils sont très larges. Et donc ça nous a intéressé de croiser donc, cette visite de Vézelay avec les écrits de Vincenot, et puis de voir sur place où est-ce qu'on retrouve cette fameuse vouivre, ce fameux courant tellurique, et est-ce qu'il passe à la cordelle? Alors réponse en images, on va voir ça ensemble. Alors dis-nous comment toi tu les détectes avec tes baguettes? Comment tu fais? Moi je les détecte avec mes deux baguettes, les deux baguettes en L. Et quand j'arrive à l'aplomb d'un courant tellurique, mes baguettes se tournent dans un sens ou dans l'autre en fonction de la direction de l'énergie qui passe dans ce courant tellurique. Tu veux dire qu'un courant tellurique, comme un courant d'eau, en fait, il a un sens de circulation? C'est ça, il a un sens de circulation, oui. Il se recharge sur ce genre de pierre, sur ces pierres, et après il continue son chemin en ayant plus de force encore. On a suivi le courant tellurique. Il monte d'abord du parking, ensuite il passe sous la grosse pierre de la cordelle et on va le retrouver qui suit ce petit sentier en direction de la basilique. Donc ça monte assez raide là. On suit, ensuite on arrive à un moment, on voit là le petit sentier qui vient du bas. On se retourne, on monte quelques marches et on va continuer par ce joli sentier là qui passe dans la porte du rempart et se prolonge. Et encore un petit effort et bientôt on va arriver en haut à Vézelay, quasiment au pied de la basilique. Dans le mur de la basilique, à 5 mètres de haut à peu près, dans beaucoup de trous, on voit des abeilles installées.
Alors dans ce trou-là en particulier, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les galettes qui sont construites et on voit les abeilles qui rentrent avec aux pattes du pollen. Et comme c'est intéressant pour nous, on va regarder s'il y a un réseau abeilles qui passe à l'endroit où les abeilles sont installées dans le mur. Il y a au moins une dizaine de trous différents où les abeilles sont installées, probablement sur le même couloir. Ah, on a une colonie qui est là, ici, à cet endroit-là. On a une autre qui se trouve ici et une autre qui se trouve installée là et un petit peu en dessous. Eh bien oui, on a confirmé aux baguettes que ce mur nord de la nef, il est parfaitement positionné sur un très gros couloir à abeilles, dessiné en orange sur ce plan. Si ça vous intéresse, on a déjà fait une vidéo sur le sujet. Et en parallèle, vous voyez le trajet du courant tellurique, en rose. Eh bien, les abeilles sont vraiment chanceuses d'être sur ces deux réseaux, donc le courant tellurique et puis le couloir à abeilles, en tout cas du point de vue énergétique, parce que sinon elles sont orientées au nord de la basilique. Pour revenir à notre courant tellurique, donc on a continué à le parcourir et il rentre dans la basilique et là on le voit qui pénètre dans la crypte. Et la crypte, c'est vraiment le cœur de la basilique, c'est l'endroit le plus merveilleux, le plus chargé en énergie. Hein, ça vibre très très haut à l'intérieur de la crypte. Quand le courant tellurique arrive dans cette crypte, il dégage toute son énergie et en même temps il se recharge. Hein, dans ce bâtiment, dans ce monument qui est un condensateur d'énergie et comme dit Vincenot, un dolmen perfectionné. Oui, et puis c'est sûrement là l'endroit le premier, là, sur cette colline où ont été établis tout le reste des bâtiments. Et c'est le cœur. Hein. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'endroit primordial. D'ailleurs, dans cette crypte, il y a plein de réseaux, il y a plein d'autres réseaux. Alors j'ai repris ma feuille, j'ai repris ma liste des métaux, avec mon pendule, que j'ai reparcouru, pareil. Et là, hop, ça rebouche sur Mercure. Waouh, de nouveau Mercure. Comme à la cordelle. Comme à la cordelle. Donc j'ai repris mes baguettes pour situer le réseau, voir où il passait. Et j'ai trouvé un croisement de vraiment deux grosses lignes, de belles lignes très fortes de Mercure qui se croisent juste sur le courant tellurique dans la crypte, là au coin de la crypte. Formidable. Voilà, comme on voit là sur ce dessin. Ouais, c'est formidable. Ouais. Il y a un endroit au bas de l'escalier de la crypte. Donc c'est là où se croise le courant tellurique avec le réseau du Mercure. Sur cet endroit précis, c'est très énergétique. Ouais, moi je m'y sens une vraie belle énergie à cet endroit-là. Ouais. D'ailleurs dans toute la crypte, ça rayonne dans toute la crypte. Par rapport à cette question justement du ressenti des énergies dans ces lieux, eh ben, on a trouvé un texte de Henri Vincenot encore, un tout petit extrait qui parle de ça. Donc c'est l'archiprêtre qui demande à la Gazette, au druide, et quel serait le but de toute cette énergie. Et quel serait le but de toute cette magie, demandait l'archiprêtre amusé. Transformer l'homme curé, l'ouvrir aux lois de l'harmonie naturelle qui lui donne l'équilibre psychique et corporel, source de santé et de bonheur. Tu sens cela, toi, Gazette, quand tu rentres dans une église? Vous y avez faussé tellement de choses que le vieil Athanor est bien détraqué. Mais il marche encore un tout petit peu. Oui, je sens cela. Nous, les poètes, nous percevons ces choses mieux que les autres. Ces rythmes nous atteignent jusqu'au tréfonds. Alors ça nous a interrogés quand même. On a cogité à un moment sur cette histoire-là de pourquoi sur le courant tellurique on retrouve du mercure et comme on le verra dans la prochaine émission, là où on a continué à suivre le courant tellurique, eh bien on a continué à trouver du mercure. À chaque fois, on a trouvé du mercure encore et encore. Alors mercure, qu'est-ce que ça peut nous dire, la mercure dans la basilique? Pourquoi mercure? Mercure, c'est quoi? C'est un métal, Bon, c'est un métal, d'accord. C'est aussi une planète. Puis c'est aussi un dieu, le dieu Mercure. Ouais. Mercure chez les Romains. C'est aussi un jour de la semaine, mercredi. C'est aussi une couleur jaune, le mercure. Voilà, le mot mercure, ça a beaucoup de connotations.
Oui. Et ce dieu Mercure chez les Romains, chez les Celtes, c'est Lugh. Donc chaque civilisation, finalement, a renommé les dieux. Oui. Et on a Vincenot qui de nouveau nous éclaire. Hum. Hein, on en a aménagé quelques extraits à vous livrer. Alors on a compilé deux livres. Il y avait Les Étoiles de Compostelle où il y avait un extrait qui parlait justement de ça, et puis Le Pape des Escargots encore. Voilà. On a rassemblé 2 petits morceaux de texte, on a fait une compilation justement qui parle de ce sujet-là. Alors, on y va, on va vous les livrer. Ouais. Ouais. La Gazette s'approcha du tympan, le tympan qui est au-dessus du portail principal de la basilique, et se mit à caresser l'admirable main, la grande belle dextre du Christ en gloire, le danseur divin. Puis, l'ayant considéré avec un grand respect, il se pencha et pieusement baisa la main longuement. « Que faites-vous là, monsieur ?» lui demanda l'ingénieur. « Voyez, mon fils, je réponds à l'invitation qui m'est faite de glorifier la main humaine. »« La main ?» ?»« Oui, celle-ci est la première qui fut placée au départ sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. On la retrouve partout sur le chemin des étoiles. » « Et où voyez-vous qu'il faille lui accorder un respect particulier, monsieur ?» ?»« Cette longue main, cette main droite trop grande et sans blessure, qui n'est pas la main d'un crucifié. »« Si ce n'est pas lui, qui est-ce, ce géant à la grande main ?» À voix très basse, presque imperceptible, le vieux répondit : « Je vais te dire, cette main généreuse, hors des dimensions normales, a été sculptée en pensant secrètement au dieu Lugh, dieu de lumière au visage de soleil, qu'on appelait main longue, pour proclamer son immense habileté due à une attribution divine. » Mais alors, pourquoi ce dieu Lugh ici ? C'est que le frère qui a sculpté le tympan est un des nôtres, un initié. On lui a demandé de faire un Christ, il l'a fait, en représentant le dieu Lugh avec sa grande main. Comme ça, les 2 traditions sont rassemblées. Très beau texte de Vincenot. Ah ouais. Qui nous donne vraiment une clé vraiment très intéressante pour comprendre comment sont rassemblées les choses ici au sein de la basilique de Vézelay. Ça nous montre à quel point ces édifices sont des livres ouverts. Il suffit d'avoir les codes pour les lire. Mais c'est merveilleux, c'est splendide, c'est complet. Et là, on vous enlève une toute petite partie que nous, on découvre avec vous. C'est ça, nous, on n'est pas des spécialistes, on ne connaît pas toute cette symbolique, mais on la découvre au fur et à mesure de nos voyages. Comme par exemple à Vézelay, si on regarde pas très loin de la crypte, on va dire, si on regarde à l'intérieur de la basilique, pas loin de l'escalier qui descend à la crypte, on va voir un grand pilier, et sur ce pilier, eh bien, il y a de feuilles de chêne qui sont gravées, sculptées, et comme nous dit Vincenot dans d'autres extraits, la feuille de chêne, c'est le signe, le symbole druidique. Donc les druides sont passés par là, sont peut-être à l'initiative. Ils ont laissé des traces partout, ici ouais. à Vézelay et puis dans beaucoup d'autres églises. Ouais. Alors ensuite on a continué notre itinéraire, on est sorti de la basilique et on a cherché avec nos baguettes si on retrouvait le courant tellurique. On a continué à le retrouver à l'extérieur, voilà. Dans les jardins. Donc on a vu qu'il se dirigeait vers Saint-Père. Ensuite aux Fontaines Salées. Alors ces 2 épisodes, eh bien, on vous les présentera dans la vidéo prochaine. Puisque là, on a déjà dépassé le temps imparti. C'est déjà une longue vidéo. Pas trop d'un coup. Et on a quand même beaucoup de choses à raconter sur ces fontaines salées où on a la présence de l'eau et de Lugh, encore une fois. Ouais. Voilà, donc à bientôt pour la suite de cette aventure magnifique qui nous conduit toujours dans des endroits merveilleux et qui nous permet de progresser dans notre compréhension des éléments subtils. Oui, nos périples dans ces endroits-là
pour moi, pour moi, ça m'apporte beaucoup. Hein, ça fait sans cesse découvrir de nouvelles choses et les ressentir. C'est important hein, d'apprendre à ressentir. C'est la clé. C'est moi ce que j'ai envie de vous manifester, hein, de vous donner l'envie, de vous émerveiller de ces endroits-là et d'arriver à ressentir, à décoder ce qu'ils veulent nous dire, nous enseigner. Pour moi, c'est assez fabuleux. Ouais, j'ai pas de mots, mais voilà, je m'émerveille sans cesse de ce parcours. Et je vous dis à bientôt. À bientôt.